Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne YouTube pour une première vidéo où je vais vous parler un petit peu du concept de cette chaîne que j'ai voulu créer. C'est d'ailleurs un concept que je vois qui existe chez d'autres youtubeurs qui se lancent là-dedans. Donc, moi je suis passionné de montres depuis environ un an, où je suis vraiment à fond dedans. Je vais vous parler un petit peu des origines justement de cette passion, comment j'ai fait pour en arriver là. Et puis voilà, sur cette chaîne, je vais vous présenter mes montres, je vais vous parler un petit peu de ce que je pense de l'actualité de l'horlogerie, etc. Donc, les origines de ma passion pour les montres, c'est en fait, j'avais un oncle qui était horloger, avant qu'il soit à la retraite, qui a connu évidemment toutes les pires années en fait, hein, des années 70 jusqu'aux années 2000, où il y a eu cette crise du quartz, dont j'ai l'impression qu'on sort à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu mes premières montres en cadeau qui venaient de chez lui, les réveils, et, euh, et j'avais souvent l'occasion de voir les montres quand j'allais chez lui, et c'est vrai que ça m'a toujours un petit peu attiré, même si la vraie passion et les achats un petit peu compulsifs sont venus à partir de l'année 2020. Donc j'ai eu 4 montres à mon souvenir jusqu'à que je tombe vraiment passionné. J'en ai que 3 ici dans cette boîte parce que bon, il n'y a pas assez de place. Et surtout, je n'ai pas réussi à te mettre la main sur la première que j'ai vue pourtant il n'y a pas très longtemps. C'est une Casio noire et avec un cadran jaune, toute petite, à quartz bien évidemment. Voilà, donc c'est une montre que j'avais eue quand j'avais 6 ans ou quand j'ai appris à lire l'heure, donc c'est vraiment au CP. Ensuite, j'ai eu cette montre qui est présente dans la boîte, qui est une Gull. Alors, je vais pas vous l'approcher parce que elle est vraiment pas intéressante. C'est une montre que voilà, j'ai eue quand j'étais en primaire, donc j'ai passé quelques années avec. Donc, elle affichait l'heure de façon analogique, mais également numérique. Donc du coup, c'était assez précis quand même. Et je crois que j'avais eu envie d'une montre, justement parce qu'en fait, on chronométrait des trucs, enfin on courait dans la cour de récréation et on se chronométrait à la course pour faire des longueurs de cours. Et du coup, voilà, je m'en étais servi de celle-ci, je me rappelle à l'époque. Ensuite, au collège, il me semble, fin collège par contre, j'ai eu cette Casio G-Shock, qui est je crois d'ailleurs toujours en vente, presque une dizaine d'années après. Donc elle était déjà en vente avant, et elle continue toujours à être en vente, je crois, sur le site d'Ocarat par exemple, à 99 €. C'est une Casio que j'ai beaucoup utilisée toutes les années lycée par exemple. Donc c'est une montre qui dispose de toutes les fonctions que peut avoir une montre, c'est-à-dire chronomètre, fuseau horaire. Donc elle a un système analogique mais également numérique pour afficher l'heure, donc elle est quand même plutôt précise du coup. Donc les secondes sont marquées dans le cadran qui est là. Et voilà, puis après, évidemment, comme c'est une Casio G-Shock, c'est solide. La preuve, elle est toujours là, alors que j'en suis servi pour à peu près tout de cette montre. Donc voilà, c'est solide. Il y a quelques rayures sur l'écran parce que c'est du verre classique. Mais c'est solide, voilà. Avec la protection en plastique autour, forcément, ça résiste bien. Ensuite, je crois que c'est après le bac que j'ai acheté une Apple Watch, tout simplement parce qu'à l'époque j'étais encore assez fan d'Apple, hein. Moi j'ai toujours été fan des iPhones, et donc c'est pas la première version, c'est l'Apple Watch série 2. Bon, j'avais dans cette boîte, même si c'est vrai que d'après moi elle a pas grand chose à voir avec toutes les autres montres. Ça reste une montre parce elle est au poignet, mais c'est plus un iPhone miniaturisé au poignet qu'une réelle montre. Je m'en suis assez peu servi au final de cette montre. C'est pratique parce que
Voilà, j'avais des petits soucis de cœur à cette époque-là, et elle permettait de prendre le pouls. Et donc pour ça, c'était d'ailleurs à peu près pour ça que je l'avais acheté au début, même si c'était pour tester le produit, bien sûr. Mais voilà, évidemment, c'est ultra précis au niveau de l'heure. C'est pratique aussi pour le GPS. Typiquement, vous l'avez au poignet quand vous faites du vélo ou quand vous faites la moto, du quad, etc. Enfin, c'était assez pratique, je m'en souviens. Même alors quand vous conduisez moins parce que vous avez la place de poser le téléphone, mais voilà, c'était il y avait certaines utilités même quand vous vous baladez, hein. Par contre, voilà, vous le voyez pas, mais c'est une montre qui a plein de micro-rayures sur l'écran. C'est très très moche à ce niveau-là. C'est une montre assez fragile du coup pour l'écran. Et c'est une montre qui, du fait de devoir la recharger, de devoir la mettre à jour, enfin moi ça m'insupporte en fait. C'est une prise de tête plus qu'une aide, hein, puisque en fait elle fait exactement la même chose que le téléphone, mais vous l'avez au poignet. Voilà, moi c'est pas, je m'en suis lassé finalement au bout de 3 ans à peu près. 2-3 ans, je sais plus exactement combien de temps, mais voilà. Ensuite, on arrive à quand l'horlogerie est devenue ma passion. Donc c'était vraiment, c'est vraiment arrivé comme une révélation. J'ai eu la soif d'apprendre tout sur l'horlogerie. C'était suite à une vidéo, je crois, de GMK qui montrait sa collection pendant le premier confinement. Et ça m'a intéressé. Enfin, je connaissais pas du tout Audemars Piguet à l'époque. Je connaissais Rolex, bien évidemment, hein, même la Submariner. Mais j'étais pas un mec qui connaissait vraiment les montres. Que ce soit Audemars Piguet ou Patek Philippe, c'était pas des marques qui me parlaient à l'époque. Donc bon, c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui pouvait se faire dans l'horlogerie, et notamment ces marques de montres avec des modèles assez iconiques. Mais bon, c'est pas du tout dans mes moyens. Donc j'ai quand même voulu acheter une belle montre mécanique, automatique. Donc là aussi, comme je connaissais à peu près rien là-dedans, je suis parti à peu près de zéro en termes de connaissances. Donc en l'espace d'un mois à peu près, j'ai ingurgité énormément d'informations. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo pour acheter votre première montre. Comment je pense qu'il faut s'y prendre. Enfin, après, chacun a sa méthode, mais moi je pense que j'ai quelques conseils, parce que c'est vrai que quand on arrive dans ce milieu, qu'on commence à s'intéresser, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités, etc., que c'est bien d'avoir je pense, un repère mental, en fait, une stratégie pour faire le choix qui nous correspond peut-être le mieux. Je trouve que sur ce point-là, je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai, à l'époque, donc en avril ou mai 2020, j'ai acheté cette Hamilton Kaki Aviation Pilot Day-Date Auto en 42 mm. Donc c'est une montre qui, voilà, j'ai pas mal regardé de montres pendant 1 ou 2 mois. Et comme je souhaitais une montre automatique, forcément ça tapait dans des prix voilà, de plus de 500 € globalement. Je cherchais quand même une marque assez reconnue, avec une belle histoire, et une montre automatique. Et j'ai fait le choix, j'ai beaucoup hésité entre une montre de plongée et une montre d'aviateur, enfin style aviateur. Et au final, comme je suis très fan, très passionné aussi d'aviation, je me suis tourné sur une montre de pilote. Alors, il s'est ajouté un autre point, enfin un autre fait là-dessus, que j'ai fini par choisir cette montre, plutôt que la Tissot 6 Star, je crois, à l'époque, qui me plaisait bien. En plus, c'est la même gamme, c'est à peu près le même mouvement, juste qu'il s'appelle pas pareil. J'ai fini par choisir celle-ci parce que j'ai appris que c'était la montre qui était portée par l'acteur de mon film préféré, qui est Interstellar. Voilà. Donc voilà, j'ai clairement craqué pour cette montre. Je regrette pas, parce que c'est une montre qui est très bien finie. Alors là, vous voyez, je la porte pas depuis un moment parce qu'elle a arrêté. C'est une montre qui est très bien finie, qui a un mouvement assez intéressant, alors qu'il n'est que 3 Hz. Mais qui du coup a 80 heures de réserve de marche. Alors j'ai pas mesuré s'il a les 80 heures exactement, mais il tient largement 3 jours. Hein. Donc c'est une montre qui est très bien finie, avec du polymiroir, avec un cadran qui est très travaillé,
plus qu'on pourrait le croire quand on la regarde comme ça. Vous voyez, par exemple, là, la pièce est éclairée vachement avec des couleurs orangées à cause des murs, notamment. Et donc, on peut voir les index qui sont un petit peu couleur gold, alors qu'en réalité, ils varient du noir suivant les angles. Vous voyez, là, on a, pour le coup, ils sont argent. Et si on les... Ouais, on le verra pas là, mais ils peuvent passer du noir au gold, au argent. Enfin, les index sont vraiment très travaillés. Enfin, les heures, enfin, les minutes, hein, le cercle, enfin, là où il y a marqué les minutes, en fait, sur le cadran. Ils ont des petites barres verticales à l'intérieur qu'on ne voit pas quand on regarde la montre comme ça, mais qu'on voit quand on la regarde de près. Et ce qui fait que je pense que c'est grâce à ça qu'on a tous ces reflets. Il y a des petits détails très sympas comme le creux et cette espèce d'inversion au niveau des aiguilles. L'aiguille des heures est creusée sur son bout, ce qui nous permet de voir à travers les chiffres des heures. Et sur l'aiguille des minutes, elle est creusée au début, mais elle devient pleine jusqu'au bout pour indiquer les minutes. L'aiguille des heures est très sympa aussi. Faut pas que je parle autant à chaque montre, sinon ça va être très très long. Mais voilà, c'est une montre que je trouve toujours très belle. Je pense vraiment ne pas avoir fait un mauvais choix comme première montre automatique. Après, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, hein. Mais voilà, celle-ci est une belle montre avec un style très sympathique, néo... c'est un peu, comment ils appellent ça, une réinterprétation du style aviateur, voilà, des montres d'aviation. Je trouve que c'est très réussi avec un calibre assez intéressant sur base ETA, mais pas mal retravaillé. On passe, ah ouais, super, le petit cal que j'ai mis, voilà. On passe maintenant à la deuxième montre automatique que j'ai achetée. Donc celle-ci c'était en juillet 2020, donc 3 mois après, 2 ou 3 mois après la Hamilton. Alors pourquoi une Yema? Je cherchais donc une montre de plongée. Et il y a eu la vidéo sur la chaîne de Montre et moi, donc de Joao. Il y a eu une vidéo sur la Yema Superman, mais la réédition des années 70, donc avec le fond noir et les index ronds. Celle-ci, c'est la réédition de la Yema Superman de la fin des années 60. Il y a eu pas mal de modèles différents de la Yema Superman, mais voilà, je crois que c'est un modèle ici qui est une réédition des années 1968-69 à peu près. Donc c'est un peu plus ancien que celle qui a le fond noir et les index ronds. Et alors que certains pensent que c'est l'inverse. Voilà. Donc, chercher une montre de plongée à un peu plus de 1000 €. En soi, le prix est venu après, mais chercher une montre de plongée qui avait une histoire assez sympathique, avec une marque aussi, avec une histoire également intéressante. Et donc, je suis tombé sur les Yema Superman, donc certes qui sont des rééditions, mais qui sont quand même qui évoquent quelque chose, c'est-à-dire que les Yema Superman, elles ont pour elles d'avoir été à l'époque les D63, des montres qui pouvaient plonger à 300 mètres. Alors, est-ce qu'elles le pouvaient réellement, je ne sais pas, mais bon, ça me paraît bizarre qu'une montre annonce 300 mètres si elle ne le peut pas. C'est une montre qui a quand même eu quelques innovations, justement, donc la capacité d'aller à 300 mètres, c'est plutôt pas mal, hein, ensuite, le bloc lunette qui est un point très, très marquant des Superman. Voilà, c'est des montres qui ont une histoire. Elles ont été aussi pour l'armée de l'air, enfin pour des secouristes, un truc comme ça. Donc voilà, il y a quand même une petite histoire autour des Yema Superman, plus que par exemple d'autres montres. Donc voilà pourquoi j'avais choisi ça. Et en plus, c'est une marque française, donc voilà pourquoi j'avais craqué pour cette Yema Superman. J'en suis pas du tout déçu. Alors le mouvement, c'est un SW200. Qui est donc le clone du ETA 2824. Et il fonctionne plutôt bien dans cette montre. Je ne sais plus exactement combien il fait, mais il est assez précis, hein. Il est largement en dessous des moins de 10 secondes par jour. Je crois qu'il gagne autour des 5 secondes, voilà, par jour où il perd. Il faudrait que je le remesure. Celle-ci, je crois qu'elle est à un peu moins de 10 secondes de gain par jour. Bon, quelques mois se sont passés, 4 mois à peu près. Et en octobre, j'ai voulu passer chez Seiko et surtout, je suis tombé amoureux
du cadran des Seiko Save the Ocean. Donc il y avait la Samouraï ou la Turtle. J'ai demandé des conseils à des amis et à ma copine, et ils préfèrent en majorité la Turtle, et je me suis dit c'est vrai qu'elle a un peu plus d'histoire en plus que la Samouraï. Donc je suis parti sur cette King Turtle Save the Ocean. Je sais plus exactement la référence, mais il y en a tellement en plus chez Seiko, donc c'est un peu compliqué de toutes se les rappeler. Donc une montre de plongée, diver, 200 mètres, donc avec la certification ISO, en rapport avec la plongée, enfin les montres de plongée. Quelques mésaventures avec le bracelet de cette montre qui a mis à cause du confinement et de l'incompétence, j'ai envie de dire, de la personne qui s'est occupée de la mise à niveau. Voilà. En gros, il a mis 3 mois avant d'être bien ajusté à ma taille, et par contre, la montre se porte très très bien, et le bracelet ne me serre pas, il est vraiment bien ajusté. La montre est très très robuste, hein. Elle prend pas beaucoup de micro-rayures parce qu'elle est brossée et non pas polie. Enfin poly-miroir. La lunette céramique, pareil, prend pas les rayures. Le verre est saphir. C'est ça aussi qui m'a fait pencher pour cette Turtle. Jamais j'aurais acheté en fait une Turtle en verre Hardlex. Je suis vraiment fan du saphir. Moi je suis viticulteur, la journée je manipule du fer, des outils en fer, etc. Donc les rayures, j'ai pas trop envie d'en faire sur mon verre, parce que ça irait très très vite. On peut le voir d'ailleurs avec l'Apple Watch. Enfin, vous ne voyez pas de la caméra, mais moi, je vous assure, l'Apple Watch a beaucoup de rayures. Donc voilà, la montre est très sympa, elle a une petite histoire sympa. Je crois que c'était les montres qui étaient données en dotation, qui avaient été données en dotation à une équipe d'explorateurs japonais qui avait visité, enfin qui avait exploré l'Antarctique dans les années 70. Il me semble que c'est celle-ci. J'ai un doute avec la Captain Willard qui est un peu différente, qui est plus proéminente à ce niveau-là. J'ai un doute, mais je crois que c'est une Turtle. Donc la Turtle, elle a été arrêtée, elle a été relancée par Seiko dans les années 2000 ou 2010. Mais en tout cas, c'est une montre qui, je trouve, pour son prix qui était de 610 €. Donc j'ai pas dit les prix, celle-ci on est autour des 900, celle-ci des 1002 et celle-ci des 600 €. Donc je trouve que pour son prix, elle propose quand même des caractéristiques techniques intéressantes. Moi je suis toujours par contre déçu des mouvements chez Seiko. Mais bon, là le 436 ou 35, c'est le mouvement le plus entrée de gamme actuel, je crois, chez Seiko. On est à moins 9 secondes par jour. Cependant, il est certifié, je crois, moins 25 plus 45. Je sais plus. Enfin, c'est des valeurs assez colossales en fait, hein, avant que Seiko puisse reconnaître qu'il a un souci. Donc c'est vrai que la précision peut laisser à désirer. Celle-ci est à moins 9, c'est pas terrible, mais bon, je m'y fais. Mais mis à part ça, on a une montre qui est bien réalisée, avec une lunette très agréable à manipuler parce qu'elle est très épaisse, donc la prise en main est extrêmement facile. La luminescence sur cette montre est géniale. Même si la bille, par exemple, vous voyez, il y a un petit souci de finition, elle n'est pas parfaitement au milieu en fait de l'espace qu'elle devrait occuper. Voilà. Mais sinon, c'est une montre qui est bien construite avec le verre saphir, la lunette céramique, le cadran qui est très beau, très bien travaillé. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, même si c'est pas un terme que j'adule, le mot qualité-prix, puisque c'est assez subjectif. On n'est pas vraiment assez qualifié, je pense, pour pouvoir juger des mouvements. Si un mouvement est vraiment de qualité ou pas. Mais bref. Ensuite, donc, vient la alpiniste. L'alpiniste, donc, j'aime beaucoup sur ce bracelet tropique, plus que sur les bracelets d'origine, que je trouve complètement inconfortables. Donc l'alpiniste, celle-ci c'est la... Alors, le nom complet est Seiko Prospect Alpiniste Mountain Glacier, édition limitée. Donc à 2020 exemplaires. Celle-ci est la 1211. Alors c'est une montre... Alors elle est censée avoir un cadran vert émeraude de ce qui est marqué sur leur site. Pour moi il est bleu. Pour beaucoup de personnes il est bleu. Peut-être que j'ai des problèmes de vue, je sais pas, mais ça fait beaucoup de personnes du coup qui ont des problèmes de vue. C'est une montre qui est par contre très très belle. Alors, elle est un peu sale effectivement.
Comme c'est du polymiroir sur la lunette, ça prend pas mal les micro-rayures, malheureusement. Mais bon, il faut s'y faire aux micro-rayures, hein. Je la nettoie un petit peu. Voilà, donc c'est une montre qui est très belle, très bien finie, qui a une petite complication sympa avec la boussole, qui a un cyclope qui est assez peu lisible, hein. Vous voyez, là, on est à peu près en face. Donc je sais pas si c'est bien en face par rapport à l'objectif, mais c'est pas souvent... Le cyclope est difficile à lire, en fait. Il faut vraiment être pile en face du cyclope. Là, vous voyez, en fait, la montre, elle est en face par rapport à l'objectif, mais elle n'est pas vraiment en face par rapport à moi. Donc, je ne vois pas bien le chiffre. Voilà, c'est 16, mais bon, voilà. C'est... Le cyclope est presque en trop, comme la date. Mais, mis à part ça, je trouve que c'est vraiment une très belle montre avec un très beau cadran soleillé, avec une couleur assez intéressante. Les index sont, sont des index appliqués, enfin, ils sont pas peints, quoi. C'est vraiment des index en relief. Ils sont très sympas. Voilà, puis bon, il y a du poli, il y a du brossé sur le boîtier, donc c'est très bien. Voilà. Et en plus, on peut voir le mouvement. Alors ça, j'en ai pas parlé. On peut voir le mouvement, il est très peu décoré, il n'est pas spécialement beau. C'est le 6R35, donc il a 70 heures de réserve de marche, 3 Hz. Sur celle-ci aussi, donc il y a un mouvement qu'on peut voir. Il est plus joli d'ailleurs sur cette Hamilton que sur la Seiko. Celui-là, il a 80 heures de réserve de marche. Alors le gros défaut de l'alpiniste, en tout cas sur la mienne, je vais aller voir justement Seiko pour ça. Alors c'est une montre que j'ai achetée en novembre. Je l'ai commandée dès qu'elle est sortie, parce que je trouve le modèle très beau. Je voulais une alpiniste Sarb 017. Finalement, quand ils ont sorti cette édition limitée de la nouvelle alpiniste, je l'ai achetée. Voilà. Bref, donc ça fait 3 mois que je l'ai maintenant. Enfin, 3 mois. 1, 2, oui, 3 mois, ouais, putain. Je l'ai très peu porté en réalité. C'est, je pense, la montre que j'ai le moins portée par la toute dernière, mais je vais aller voir Seiko justement le week-end prochain pour voir si on peut. Si elle peut être réglée, quoi, parce qu'elle est à moins 20 secondes par jour en fait. Enfin, entre moins 15 et moins 20. Donc c'est assez désagréable en fait. C'est vraiment désagréable. Cette imprécision, pour moi c'est trop. D'ailleurs, sur leurs caractéristiques, c'est un mouvement qui est à plus 25, moins 15. Alors, je trouve ça assez aberrant quand même. Enfin, c'est pas précis, je suis désolé. Alors, d'une, ce qu'ils annoncent sur cette montre n'est pas bon. Elle est au-delà de ça. Mais surtout, ce qu'ils annoncent, enfin, plus 25, moins 15, pour un mouvement qui, des fois, est sur des montres à 1500 € chez Seiko, enfin 1500 €, avoir une montre qui peut faire du moins 15, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Alors Seiko monte les prix parce qu'effectivement, leur boîtier, leur verre, leurs lunettes montent en qualité, mais leur mouvement, pour moi, il mériterait d'être réglé plus précisément. Sur elle, à 900 €, on est à moins de 10 secondes de plus par jour. Celle-ci, à 1200, on est à moins de 5 secondes par jour. Celle-ci, bon, bah, elle a 600, mais elle est à moins 9 par jour. Et celle-ci, elle est autour des 900 aussi. Maintenant, d'occasion, comme elle est en série limitée, elle vaut plus autour des 1000 €. Donc c'est une montre qui a pris de la valeur, mais elle est à presque moins 20. Enfin, c'est quelque chose que je trouve décevant. Voilà. C'est le seul défaut de cette alpiniste. Celle-ci, c'était le bracelet qui est pas terrible, qui est pas d'une grande qualité. Le point de luminosité qui est pas bien aligné. Par contre, la lunette, je trouve qu'elle est bien alignée. Et donc le mouvement qui fait du moins 9, mais celle-ci, c'est vraiment les moins 20 qui sont très embêtants. Et donc on finit cette présentation de ma collection, on surballe un petit peu, hein, par ma nouvelle montre qui a moins d'une semaine. J'ai voulu me faire plaisir. Pour être très honnête, l'optique de cette montre, c'était de monter en gamme. Je voulais une montre plus haut de gamme que celle que j'avais maintenant. Donc je voulais partir sur une montre autour des 2000 €. Soit une Oris, soit une Longines aussi qui me plaisait bien, bon, qui était peut-être un peu plus cher que 2000. Mais à l'origine, voilà, c'était soit Oris, soit Zine, soit Alpina. Enfin voilà, des montres qui sont entre 1500 et 2000 €. Mais le truc, c'est que avec les Oris, justement, il y a la Big Crown que j'aime bien chez Oris, avec les Diver 65,
et aussi les Oris Aquis que j'aime bien. Le problème, c'est qu'on a certes de belles montres, mais on reste sur une montre avec le même mouvement que sur ma Yema, soit le SW200. Bon, moi j'aime bien changer. Et j'avais pas envie de repartir sur une montre en fait qui avait le même cœur, mais juste une boîte différente par rapport à cette Yema. Je voulais vraiment monter en gamme. Et le fait qu'elle ait le même mouvement que la Yema me dérangeait un petit peu. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux montres qui me plaisaient beaucoup. C'était la Oris calibre 400, pour ce calibre qui est sur le papier révolutionnaire. Bon, je vois qu'il a des soucis au niveau de la couronne. Et puis j'ai carrément décidé de franchir le pas avec Tudor. Et je suis pas du tout déçu. La montre est géniale. Elle n'a pas de défaut. Vraiment, elle n'a aucun défaut à mes yeux. Elle dérive d'une seconde par jour. Plus 1. Voilà, c'est même pas moins, c'est plus. Donc c'est top. Plus 1 seconde par jour. Donc ce qui fait que là, ça fait 5 jours que je l'ai. Elle est même pas encore à plus 5. Donc c'est top. La luminescence est exceptionnelle. Le feeling avec la couronne est le meilleur que j'ai jusqu'à l'heure actuelle. La lunette se manipule extrêmement bien. La lunette se manipule extrêmement bien, elle est très précise, il n'y a quasiment pas de jeu. Le bracelet, pareil, alors il n'a pas d'extension plongée, mais en soi, qu'est-ce qu'on s'en fiche un petit peu. Le bracelet est, je trouve, de bonne qualité. Il n'y a pas du tout de jeu, justement, au niveau des cornes avec le bracelet. La lunette est top, la couronne est top, la lume est top, la précision est top. Enfin, pour l'instant, j'ai vraiment pas noté de défaut. Au début, j'étais parti en plus pour la 39 mm Blue. Et puis en boutique, j'ai testé un petit peu les différentes versions. Et c'est celle-ci qui, en plus, d'après les conseils de la vendeuse, m'allait le mieux. Enfin, au niveau de la couleur, je préférais celle-ci. Alors que d'origine, moi, je préfère les montres bleues, comme vous voyez. Mais, je sais pas, quand j'ai vu les deux en vrai, j'ai préféré la noire. Et elle me conseillait vraiment la 41 mm. C'est qu'elle est un peu plus chère que la 39 mm de chez Tudor. Mais elle disait que par rapport à ma carrure, et jusqu'à maintenant c'était un point vraiment que je prenais pas en compte ma carrure, je regardais mon poignet, je me suis dit, bon c'est vrai que la Yema fait petite en 39, j'avais peur que la 41 avec son corne-à-corde de 50 soit trop grosse, mais bref, la vendeuse m'a bien convaincu, ma copine en plus préférait celle-ci, donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci, j'en suis pas du tout déçu. En plus de ça, bon j'ai payé le plein prix, j'ai pas cherché à négocier, mais parce qu'elle m'a habilement en fait glissé qu'elle m'offrait le bracelet tissu qui vaut je crois 160 €, elle m'a dit. Donc voilà, j'ai payé le prix, j'ai payé 3550 €, mais là je vais aller chercher le week-end prochain justement le bracelet tissu qu'elle n'avait pas en stock mais qui vient d'arriver. Donc voilà. Très content de cette Tudor qui est simple, qui est assez sobre, mais qui fait parfaitement le job et qui n'a aucun point de réelle déception. Voilà un petit peu pour cette première vidéo dans laquelle j'ai pu vous présenter ma collection qui va évoluer. Hein. Alors peut-être pas cette année parce que j'ai quand même beaucoup dépensé avec cette Tudor. Mais voilà, toutes ces montres sont amenées à disparaître de la collection. Ces deux en premier, enfin de cette collection je vais les garder, hein, mais je vais les sortir de ma boîte. Donc voilà, je vais les sortir parce que c'est pas des montres qui, je trouve, ont leur place dans cette collection. Alors que la G-Shock, je trouve que si, mine de rien. Parce qu'elle a vraiment une fonction, elle a vraiment... Bah, la G-Shock, ça reste maintenant une montre assez iconique, finalement, de chez Casio. Tout le monde connaît la G-Shock. C'est la montre abordable, tout terrain. Voilà. Alors que les deux autres, celle-ci, je sais pas, voilà. Je connais rien sur celle-ci. Et la Apple Watch, pour moi, c'est pas vraiment une montre. C'est un iPhone miniaturisé qu'on met au poignet. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.